La première femme à avoir traversé l'Atlantique Nord et le Pacifique à la rame, le tour du monde à contre-courant et toujours à contre-courant, Maud Fontenoy. Même en politique, vous êtes à contre-courant. Ce livre-là, d'ailleurs, le montre. Vous l'intitulez « Des tempêtes, j'en ai vu d'autres ». Et alors, vous ne mâchez pas vos mots contre les écolos. Vous les traitez de Khmer verts. Les écolos radicaux. J'essaye de distinguer ceux qui veulent préserver la planète, et Dieu sait qu'on est nombreux, puisque selon un dernier sondage de l'ADEME, il y a deux tiers des Français qui veulent préserver l'environnement. Donc il y a d'un côté tout un chacun, des entrepreneurs autant que des gens de la société civile qui veulent préserver l'environnement, et de l'autre, certains qui portent une écologie qui est une écologie, je dirais, radicale, portée sur un discours culpabilisant, anxiogène, un petit peu un côté retour à « c'était mieux avant ». Et à ceux-là, j'ai envie de leur dire, mais c'était mieux avant quand ? Avant quand ? C'était en 1750, quand l'espérance de vie elle était de 27 ans en moyenne, qu'on a envie de revenir ? Personne n'a envie de revenir à cette époque-là. Alors il y a eu les Khmers rouges, vous dites c'est les Khmers verts. C'est un peu dur quand même. Je dis qu'aujourd'hui, il faut impérativement qu'on porte une écologie moderne, c'est-à-dire une écologie qui parle d'emploi, qui parle de croissance, qui parle d'accès à l'énergie, d'une énergie propre, une énergie qui préserve les ressources naturelles de la planète, mais aussi le développement de l'humanité. On ne peut pas, nous, qui consommons, voire gaspillons l'énergie, dire à d'autres pays du monde, vous qui avez encore le chauffage à bois pour vous nourrir, enfin pour faire cuire votre alimentation dans certains pays, vous n'avez le droit qu'à rester à ce type d'accès à l'énergie. Il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Il y a 4 millions de personnes qui meurent du fait des émanations toxiques de ces petits feux domestique. Alors ça veut dire qu'il faut changer. Parce que vous vous dites toujours il faut changer de mode de vie, changer de voiture, changer de tout, finalement changer de désir. Et ça vous énerve. Je dis qu'aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir sans arrêt culpabiliser l'homme avec comme quoi l'homme serait toujours mauvais. Alors, premièrement, il n'y a pas d'un côté les gentils qui parleraient aux arbres et de l'autre côté les méchants qui seraient ceux qui habiteraient dans les villes. Donc, il faut réconcilier l'homme et son environnement. 2, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la préservation de l'environnement, c'est aussi la préservation de l'emploi, la préservation des richesses naturelles, et que l'homme, il est aussi coproducteur de biodiversité, il fait aussi des belles choses pour son environnement. Et que 3, donc c'est quoi la solution ? C'est la science, c'est la recherche, c'est l'évolution technique, technologique. Oui. Mais tout le monde dit aujourd'hui, ça, il ne faut pas faire juste... Tout le monde dit ça. Non. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est tout ce que l'homme fait, c'est mal. L'homme, vous êtes mal quand vous consommez. Il faut tout arrêter et revenir à avant. Un avant assez mal circonstancié, sachant que celui qui vous le dit, en général, vient d'arriver en Uber et repartira dans son appartement surchauffé. Il y a de l'hypocrisie, quoi. En fait, il faut quand même bien changer des choses quand on va face au défi du réchauffement climatique, par exemple. Il faut non pas dire c'était mieux avant et revenir sans cesse en arrière, mais comprendre que le développement durable et l'environnement préservé, c'est positif et c'est surtout source de richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on utilise la nature aujourd'hui, elle n'a pas de poubelle. Aujourd'hui, on va jeter de façon inconsidérée ce qu'on considère comme des déchets, alors que la nature elle-même pourrait considérer ça comme une ressource. Quand on voit l'exemple simple du bois, on va utiliser du bois pour faire du papier. Il y a environ 17% de tout ce qu'on va prélever, dont on va se servir pour faire du papier. Tout le reste, on va jeter. Et bien, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est des ressources pour demain. Et c'est-à-dire que l'économie de la connaissance, c'est comprendre que l'environnement, au lieu de le détruire, comme on serait dans une grande bibliothèque, on prendrait des livres. Les livres, on ne sait pas trop quoi en faire, on va les brûler parce qu'on sait que ça chauffe. Sauf qu'on ne sait pas que dans ces livres, il y a des choses incroyables à apprendre. Et bien aujourd'hui, dans la nature, c'est pareil. On dégrade la nature, on vient marcher avec nos gros sabots sur un potentiel économique incroyable. Par exemple, quand les Américains atterrissent sur nos côtes, ils vont écraser de leurs grosses pattes des vers de sable. Ces vers de sable, aujourd'hui, on le sait, elles ont une hémoglobine qui est 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Et alors qu'ils avaient tellement de blessés et tellement besoin de transfusion de sang, ils avaient ça sous leurs pieds. Et ça, on ne le savait pas. Oui. Donc aujourd'hui, la nature, et c'est ça le biomimétisme et la bio-inspiration, c'est que la nature aujourd'hui, elle est source de pollution. Donc solution, il ne faut pas juste dire c'était mieux avant ou il faut un peu changer. Non, il faut juste faire mieux. C'est-à-dire que ça veut dire pour autant, comme vous le dites parfois, qu'il faut faire du gaz de schiste. Non. Parce que maintenant vous dites... Je dis qu'il faut faire de la recherche. Oui, mais vous dites le gaz de schiste, on est hypocrite, on l'interdit ici, puis on en achète ailleurs. Mais oui, mais bon. Je mets le doigt, sur certaines hypocrisies et dis qu'il faut faire de la recherche. Et la recherche, ça va vers les énergies renouvelables. Et ça va notamment sur les énergies marines. Aujourd'hui, les sources en énergie doivent venir de la planète, et notamment de la mer. C'est-à-dire qu'on a des hydroliennes, on a des éoliennes, on a différences thermiques, on a des différences de salinité, on a les courants marins. Tout ça, c'est un potentiel en énergie
incroyable. Et donc, ce que je veux dire, c'est, au lieu de faire toujours un peu moins mauvais et de se culpabiliser, essayons juste de faire mieux. Et donc, d'inverser le système. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une voiture qui pollue, faisons une voiture non pas qui pollue un peu moins, mais faisons une voiture qui dépollue complètement son environnement. Oui, mais alors vous dénoncez quand même le discours, par exemple, sur les OGM. Vous dites, voilà, les OGM, c'est épouvantable. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Finalement, vous avez l'air de dire que c'est pas si grave, les OGM. Ce que je dis par rapport aux OGM, ce qui est terrible, c'est qu'on avait, nous, on était très en avance, nous, Français, sur la recherche sur ces technologies alternatives. Et on a laissé le monopole aux Américains avec Monsanto, qui ont fait absolument n'importe quoi et qui ont créé des graines stériles qui vont vendre à prix d'or aux Africains. Nous, on n'aurait pas fait n'importe quoi, vous croyez, avec ça? J'ose espérer que les OGM doivent servir à la survie des hommes, parce qu'à un moment donné, si nous, vous comme moi, on sait ce qu'on va manger ce soir, il y a quand même un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes dans le monde, et que si les OGM peuvent permettre de nourrir la population, et notamment ces pays où il y a des grandes sécheresses ou des grandes zones d'humidité, et qu'il faut créer des plantes alternatives pour créer de la nourriture, peut-être que c'est intéressant de s'y pencher. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas jeter tout avec l'eau du bain, mais il faut laisser la science avancer, parce que la science, c'est des solutions pour notre avenir. Oui, un mot sur la COP22, puis COP23 ensuite à Marrakech. Vous vous dites, oh là, c'était bien gentil tout ça, on fait des accords, mais finalement, on ne sait même pas comment on va l'appliquer. Quand même, il y a des engagements qui ont été pris. Je crois beaucoup aux engagements personnels de chaque pays, et je crois beaucoup, notamment, on montre souvent du doigt la Chine. La Chine, aujourd'hui, c'est le premier producteur des énergies renouvelables. Donc la Chine, demain, va nous apporter clé en main des éoliennes, des panneaux solaires, parce que nous, on est à la traîne par rapport à eux. Au contraire, on monte du doigt. Et qu'est-ce que nous, on fait? On dit qu'on va arrêter notre nucléaire, alors que le nucléaire, c'est ce qui nous permet d'être un des pays les moins pollueurs du monde. C'est dangereux aussi, le nucléaire. Alors le nucléaire n'est pas la solution idéale, mais aujourd'hui, la solution d'être comme l'Allemagne, de rouvrir des mines à ciel ouvert de charbon, de polluer tout l'air de l'Europe avec les usines de charbon qui est la source d'énergie la plus polluante au monde, c'est pas non plus la solution. Ce que vous dites alors, Maud Fontenoy, parce que vous êtes élus les Républicains, dans le sud de la France. Chez moi, j'essaie de faire avancer mes idées. Aux côtés de François Fillon, j'imagine, qu'au fond, finalement, vous dites, c'est ça finalement le programme de la droite. Demain, vous serez ministre de l'Environnement, peut-être. C'est ça que vous allez faire? Ce que j'aimerais, ça serait que, l'écologie soit transversale à tous les partis. L'écologie ne peut pas rester l'écologie d'un parti d'extrême gauche. L'écologie, elle est autant à gauche qu'à droite. Et des gens qui nous écoutent et qui nous regardent peuvent se sentir écologistes à l'intérieur d'eux-mêmes sans voter forcément pour un candidat ou pour un autre. Donc, ça doit être partout. 2, ça doit nous faire comprendre que l'homme peut être réconcilié avec son environnement et que l'entreprise peut faire des bénéfices tout en préservant cette ressource naturelle. Et que 3, aujourd'hui, il faut changer de paradigme et qu'il va falloir prendre conscience que le principe de précaution doit être transformé en un principe d'innovation, en un principe de recherche. Que oui, il va peut-être falloir passer par le nucléaire pour financer les énergies renouvelables. Et qu'il va falloir maintenant passer aux faits et aux actes. Et ça ne suffit plus, les professions de foi. Aujourd'hui, il faut être dans le pragmatisme et dans le concret. Vous étiez la gentille navigatrice, femme de l'année selon le Times Magazine. Et aujourd'hui, vous êtes devenue la méchante femme politique. Vous prenez des coups. Vous n'avez pas peur de prendre des coups, Maud Fontenoy? C'est plus dangereux que la mer, la politique. Attention. La vérité, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi seule en politique qu'en mer pendant des mois et des mois. Non, le combat politique est un combat difficile, qui n'est d'ailleurs pas gagné d'avance. Mais moi, je ne voulais pas être de ceux qui veulent que ça change, qui veulent que leurs valeurs et leurs combats soient portés haut, et qui veulent que la classe politique se renouvelle, tout en restant derrière le côté un peu « je suis au-dessus de la mêlée ». Donc, je suis de ceux qui s'engagent. À un moment donné, il faut se retrousser les manches, y aller. Je serai de ceux-là. Je ne vous dis pas que ça marchera forcément à tous les coups, mais même si j'arrive à faire avancer ma cause et la préservation de l'environnement et des océans qui me tiennent tant à cœur d'un micron, j'aurais déjà réussi. Ça s'appelle Des tempêtes, j'en ai vu d'autres, effectivement. Maud Fontenoy, c'est publié chez Plomb. Merci Maud Fontenoy d'avoir été aujourd'hui notre invitée.